Les Nations Unies doivent renouveler mardi le mandat de leur force en RD Congo, la plus importante au monde. Objectif, organiser au mieux le départ du président Joseph Kabila par les élections. En Éthiopie, la police a arrêté dimanche un groupe de 11 opposants influents. Certains venaient tout juste d'être graciés et libérés de prison. Ils ont été arrêtés au cours d'un rassemblement interdit. Au Nigeria, une centaine d'écolières enlevées par le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays ont retrouvé leur famille. Elles avaient passé près de 5 semaines en captivité. Voilà pour le sommaire de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Démarrons par la Sierra Leone où la Haute Cour a rejeté ce lundi un recours du parti au pouvoir qui demandait le report du second tour de la présidentielle initialement prévu demain mardi, un rejet à la suite duquel la Commission électorale nationale a réclamé un délai de quelques jours pour organiser le scrutin. Les détails. La justice sierra-léonaise, qui avait ordonné à la Commission électorale nationale de suspendre les préparatifs du scrutin, a rejeté lundi le recours du parti au pouvoir qui demandait le report du second tour de la présidentielle, initialement prévu ce mardi. Avant même ce dernier rebondissement, le second tour s'annonçait déjà très indécis entre le candidat du pouvoir, Samura Kamara, et celui de l'opposition, l'ancien général Julius Maada Bio, après une campagne tendue. Dans cette discussion avec la justice, la commission électorale a proposé un report au 31 mars prochain, une proposition qui reste à confirmer. Julius Maada Bio, le candidat du SLPP, principal parti d'opposition, avait accusé dimanche le président sortant Ernest Bai Koroma, qui ne pouvait plus se représenter après 2 mandats, de se cacher derrière ses manœuvres visant le report du scrutin et de pousser la Sierra Leone au bord du chaos. Battu par Ernest Bai Koroma en 2012, Julius Maada Bio espère tenir sa revanche après avoir devancé de peu au premier tour Samura Kamara, le candidat du parti au pouvoir, avec 43,3% des suffrages contre 42,7%. En bref et en images, les électeurs ont commencé à voter ce lundi matin en Égypte pour un scrutin présidentiel de 3 jours dénué de suspense. L'homme fort du pays, Abdel Fattah al-Sisi, est assuré de décrocher un deuxième mandat. Le scrutin s'est ouvert à 7h GMT avec des dizaines de personnes faisant la queue devant certains bureaux. Dans une école du quartier Kerot d'Héliopolis, placé sous haute sécurité, le président Sisi a été parmi les premiers à voter selon les images de la télévision égyptienne. Il n'a fait aucune déclaration à la presse. Mostafa Moussa, seul rival du président sortant, a également voté au Caire. Chef du minuscule parti libéral Al-Ghad, il a peu de chances de récolter un nombre significatif de voix, selon les experts. En République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé dimanche avoir décidé de financer sur fonds propres les élections qui permettront d'élire un successeur au président Joseph Kabila en décembre prochain. Elles ont par la même occasion invité les bailleurs étrangers à orienter l'argent prévu pour les élections à d'autres secteurs. Plus de précisions à travers cet élément. La République démocratique du Congo dispose des moyens pour financer seules les élections du 23 décembre grâce à une embellie dans les finances de l'État. C'est une déclaration faite dimanche par Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, qui a souligné que le pays n'entend plus revivre les expériences du passé où ceux qui apportent des financements ont tendance à vouloir orienter l'issue des élections. Une information appuyée par le ministre congolais de l'Intérieur, Henri Mova, qui a déclaré à la télévision d'État que la décision a été prise de manière souveraine par les participants à une réunion interinstitutionnelle qui s'est tenue samedi à Kinshasa. La réunion institutionnelle présidée par le chef de l'État Joseph Kabila a mis autour de la table notamment des ministres, les présidents des chambres du Parlement, les chefs de l'armée et de la police, les présidents de la commission chargée d'organiser des élections et celui de l'organe de suivi de l'accord du 31 décembre signé sous l'égide de l'Église catholique. Rappelons que le calendrier de la commission électorale prévoit la tenue de 3 scrutins
présidentielles, législatives et locales le 23 décembre en République démocratique du Congo. Et puis les Nations Unies doivent renouveler mardi le mandat de leur force en République démocratique du Congo, la plus importante au monde. En ligne de mire, les élections prévues le 23 décembre pour organiser le départ du président Joseph Kabila. D'inspiration française, la nouvelle résolution qui doit être approuvée par le Conseil de sécurité insiste sur la nécessité de faire tout ce qui est possible pour que les élections du 23 décembre 2018 soient organisées dans des conditions requises de transparence, de crédibilité, d'inclusivité et de sécurité. Cela suppose que les 16 000 militaires de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, assurent la protection des civils et soutiennent le processus électoral jusqu'au transfert de pouvoir que les Nations Unies envisagent, non sans optimisme, autour du 12 janvier 2019. La précédente résolution de mars 2017 envisageait déjà une élection présidentielle en décembre 2017, un scrutin finalement reporté d'1 an par les autorités congolaises, officiellement pour cause de violence dans le Kasaï. Résultat, le président Joseph Kabila restera au pouvoir au moins jusqu'à début 2019, plus de 2 ans après la fin de son second mandat, le 20 décembre 2016. D'après la Constitution, la nouvelle résolution intervient dans un contexte de tension entre l'ONU et le président Kabila sur fond de crise politique, sécuritaire et humanitaire. Lors d'une conférence de presse le 26 janvier, le président avait déclaré vouloir clarifier les relations avec la MONUSCO qu'il accusait de n'avoir éradiqué aucun groupe armé sévissant en RDC, voire de vouloir co-gérer le pays. Plus récemment, Kinshasa vient de refuser de participer à une conférence des donateurs pour la RDC le 13 avril à Genève, co-présidée par l'ONU, estimant que les Nations Unies et les ONG exagéraient la crise humanitaire au Congo. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, envisagerait une visite avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dans les mois qui viennent pour souligner l'intérêt qu'il porte à la préparation des élections. Au Nigeria, une centaine d'écolières enlevées par le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord du pays ont retrouvé leur famille, ce après avoir passé près de 5 semaines en captivité. Voici les images. Plus de 100 filles sur les 111 enlevées à Dapchi ont été reconduites auprès de leurs proches. Chacune des jeunes filles a été appelée puis formellement remise à ses parents qui ont pu la récupérer après avoir signé un registre auprès des autorités. Tout le monde, tous les parents, les enseignants et toute la communauté, nous sommes joyeux. En effet, nous sommes tous heureux. L'ensemble du Nigeria est heureux et nous soutenons pleinement tout ce que le gouvernement fait pour protéger la vie et les biens de tous les Nigérians. Et nous prions pour que les filles de Chibok soient bientôt libérées. We're hoping and praying that soon enough the Chibok girls will also be released. Boko Haram terrorists themselves brought back the Les terroristes de Boko Haram les ont ramenés là où ils les avaient enlevés, suite aux accords qu'ils ont conclus plus tôt avec nos négociateurs. Nos négociateurs ont respecté les négociations et ensuite tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de coups, pas de meurtre, rien, aucun problème, quel qu'il soit. La libération des écolières de Dapchi soulève de nombreuses interrogations sur les négociations menées avec le groupe djihadiste Boko Haram. Regain de tension en Éthiopie. La police a arrêté dimanche un groupe de 11 opposants influents. Certains venaient tout juste d'être graciés et libérés de prison. Plus de précisions à travers ce reportage. Parmi les personnes arrêtées figure le journaliste Eskinder Nega et l'homme politique Andoualem Araj qui avait été libéré en mars après plus de 6 années de prison dans le cadre d'une amnistie annoncée en janvier par le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. 2 blogueurs membres de Zone 9, un collectif très critique vis-à-vis du gouvernement à l'égard duquel les dernières poursuites judiciaires lancées en 2014 avaient été abandonnées en février, sont aussi parmi ce groupe. Tous participaient à un événement organisé pour célébrer la libération de milliers de prisonniers, dont des hommes politiques, activistes et journalistes,
dans le cadre de cette amnistie quand la police est arrivée et a encerclé la maison dans laquelle ils se trouvaient, a affirmé leur avocat. Ils ont été accusés de s'être rassemblés sans autorisation, a-t-il expliqué. De tels rassemblements sont interdits par l'état d'urgence décrété le 16 février au lendemain de la démission du Premier ministre. Les 11 opposants sont également accusés d'avoir exhibé une version du drapeau éthiopien populaire parmi ceux qui critiquent le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, EPRDF, la coalition au pouvoir. Figure la plus connue de ce groupe, Eskinder Nega avait été arrêté en septembre 2011 à la suite d'un test prédisant un soulèvement similaire au printemps arabe en Éthiopie. Comme d'autres journalistes, blogueurs et opposants critiquant le gouvernement, il avait été inculpé de terrorisme puis condamné à 18 ans de prison à l'issue d'un procès vivement critiqué par les organisations internationales de défense des droits de l'homme. L'état d'urgence autorise la détention sans procès de suspects et leurs avocats admettent ne pas savoir si les 11 opposants seront formellement inculpés ou non. À Dakar, la capitale sénégalaise, l'organisation de défense des droits humains Amnesty épingle une nouvelle fois le régime mauritanien. Son rapport intitulé « Une épée au-dessus de nos têtes » accuse la Mauritanie de répression systématique contre ceux qui dénoncent l'esclavage. Le compte rendu est signé Cheikh Berté, notre correspondant au Sénégal. Dans son rapport publié jeudi à Dakar, Amnesty International a dénoncé une nouvelle fois la répression des militants anti-esclavagistes en Mauritanie. Selon l'Organisation de défense des droits humains, depuis la réélection en 2014 du président Mohamed Ould Abdelaziz, les autorités mauritaniennes déploient tout un arsenal de mesures répressives à l'encontre des défenseurs des droits humains. Nommer quelque chose devient un danger pour ceux qui le font. Et c'est ce qui arrive effectivement aux militants et défenseurs des droits humains qui, en Mauritanie, osent dénoncer l'esclavage et les discriminations en mettant en danger leur liberté, en mettant en danger leur intégrité physique et parfois même leur vie. Selon les documents de 64 pages, la pratique esclavagiste est toujours d'actualité en Mauritanie, en dépit de son abolition officielle en 1981 et promu au rang des crimes contre l'humanité en 2012. On dirait effectivement que la loi sur l'esclavage et la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, ça a beaucoup plus servi à protéger les auteurs qui commettent les crimes d'esclavage que ceux effectivement qui se lèvent avec bravitude pour résister et dénoncer ces crimes. Cette situation de perversion, c'est celle à laquelle nous assistons aujourd'hui en Mauritanie. Dans ses rapports intitulés « Une épée au-dessus de nos têtes », Amnesty International adresse une série de recommandations aux autorités mauritaniennes, notamment de libérer immédiatement et sans condition tous les défenseurs des droits humains en prison. Au Zimbabwe, l'ex-première dame Grace Mugabe est empêtrée dans plusieurs scandales, et ce, près de 4 mois après la démission de son mari, Robert Mugabe. Plus de précisions à travers cet élément. Près de 4 mois après la démission de son mari Robert Mugabe, l'ex-première dame Grace Mugabe est empêtrée dans plusieurs scandales. Le premier concernait sa thèse en sociologie qu'elle n'aurait pas écrite elle-même, et le second, plus grave, a été révélé ce week-end par la presse zimbabwéenne. Grace Mugabe aurait exporté illégalement de grandes quantités d'ivoire provenant du Zimbabwe. Le poteau rose a été découvert par un photographe australien qui travaille depuis décembre sur le commerce d'ivoire au Zimbabwe. Selon lui, une organisation de braconniers collectait l'ivoire, le vendait ensuite à Grace Mugabe, elle-même demandant aux autorités des permis d'exportation pour faire des cadeaux à des dirigeants étrangers. Mais une fois à l'aéroport, les chargements de la première dame de l'époque n'étaient pas nécessairement scannés d'après le photographe. Ainsi donc, les cargaisons s'envolaient vers le marché noir aux États-Unis, en Chine et ou encore aux Émirats en toute impunité. Suite à ces affirmations, une enquête a été ouverte et déjà, plusieurs suspects ont été arrêtés. Et pour la toute première fois de son histoire, Grace Mugabe devrait être entendue par la police qui est sur le dossier.
Et c'est sur ces démêlés avec la justice zimbabwéenne de l'ex-première dame Grace Mugabe que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable nuit à chacun et à tous.